Bonjour et bienvenue à Électron Libre, la 58e émission de cette série où on vous parle d'absolument n'importe quoi avec un intérêt passionné pour des sujets un peu débiles. Et voici avec moi, comme à chaque semaine, Francis Côté et Mélanie Saint-Germain. Et cette semaine, on va vous parler de sujets particulièrement intéressants. On va vous parler de pourquoi pleurer. On va vous parler de comment bien choisir sa brosse à dents. Ben oui. Et aussi, Francis, tu vas nous parler de curling. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est au centre civique de Dolbeau-Mistassini, devant les glaces de curling, où des jeunes pratiquent ce sport fantastique que Francis va nous parler. Mais avant ça, on va débuter avec un coup de cœur, coup de masse. Mélanie, on va débuter avec toi. Moi, je donne mon coup de cœur, pour être le sujet de mon sujet, aux hommes qui pleurent. Bravo, les garçons. Pleurez, montrez-le ce qui se passe, montrez-le. C'est important. Bon, parfait, parfait. Moi, ça va être un coup de masse à la vieillesse. Non, mais je le sais, non, c'est le fun de vieillir pour plein de raisons. Mais des fois, physiquement, c'est difficile. Moi, là, j'ai un genou fini, je peux plus beaucoup faire de sport. Là, je suis rendu avec des lunettes, pour ça faire remarquer, parce que ma vue baisse. Puis, il y a des gens comme Francis qui sont chanceux parce qu'avec l'âge, ils n'ont pas changé depuis le secondaire, tu sais. Donc, il n'y a aucun effet, lui, sur son corps. L'âge n'a pas eu d'effet. J'ai besoin de lunettes aussi. Tu as besoin de lunettes aussi. Bon, c'est ça mon coup de masse. Oui, Francis? Coup de cœur à l'ensemble du milieu de l'éducation qui savent s'adapter aux différents changements de ministère, aux différentes réformes. La loi 40 s'en vient, c'est un autre pas vers autre chose. Et à chaque fois, on demande au système d'éducation d'être inventif et de faire autrement. Donc, félicitations à toutes ces personnes qui savent s'adapter. Bon, merci beaucoup, Francis. On va commencer avec toi, Mélanie, cette semaine. Parce que ça m'inquiète. Pourquoi pleurer? Ben oui. Pourquoi on pleure? Parce qu'on est triste. Parce qu'on coupe des oignons. Aussi. Parce que... Il y a plein de raisons, en fait. Il faut savoir en premier, c'est que l'être humain, c'est le seul animal qui a la capacité de pleurer. Les larmes de crocodile. Ouais. Pleurer par émotion, pleurer pour plein de raisons, puis c'est ça que je vais vous expliquer. OK. Bon. Dans le fond, c'est un phénomène à la fois physique puis psychologique. L'être humain, dans le fond, c'est pas le seul animal à avoir des larmes, par contre, parce que le premier phénomène, c'est un phénomène qui est permanent, c'est une sécrétion de base est permanente. C'est des glandes situées dans les paupières, entre les cils, qui émettent des larmes, qui sont composées de lipides, de mucus et d'un peu d'eau. Oh, ça a un petit peu de mort dans les yeux, les gars. C'est le mot lipide qui m'écoeure. C'est lipide, le petit gras. OK, fait que ces larmes-là sont permanentes puis permettent d'hydrater puis de nourrir la cornée. Sans hydratation, l'œil perd de sa transparence aussi. Puis le mucus, dans le fond, forme une particule protectrice sur l'œil. Puis c'est pour ça, souvent, que plus on vieillit, tu parlais de vieillir, il faut s'hydrater les yeux parce qu'on sécrète moins de ce petit lipide-là. Donc, c'est un phénomène qui est contrôlé par les hormones. Puis c'est ça, on constate qu'avec l'âge, les sécrétions permanentes sont moins bien régulées, puis les glandes s'atrophient, comme n'importe quoi quand tu vieillis. Donc les gars, checkez vos yeux pour l'hydratation. Fait que ça, c'est vraiment le premier phénomène qui est comme ça, qui est pour l'œil, pour l'hydratation de l'œil. Il y a des sécrétions réflexes. Là, on est ailleurs. C'est un type de larme qui est une sécrétion réflexe qui dépend directement de la glande lacrymale qui est située dans l'angle supérieur externe de l'orbite, quelque part par là. Okay? Puis c'est une stimulation qui est externe, comme une irritation à la lumière, par exemple, ou les oignons, quand tu coupes des oignons. Ça, ces larmes-là sont exclusivement ou presque constituées d'eau. Ils ne servent pas à hydrater l'œil. Ça, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de lipides là-dedans. Non. Ils servent à rien pour l'œil. Il n'y a pas de lipides dedans, c'est ça. Excusez-moi. Donc, en fait, il y a quelques anticorps, mais ces sécrétions de larmes-là dépendent d'un phénomène qui est neurologique. Donc, il peut avoir deux origines. Soit un phénomène physique, par exemple, un doigt dans l'œil. Ça, c'est assez un phénomène physique. T'aurais fait le saut, j'ai des lunettes. Je le sais. Ou un phénomène psychologique. C'est une réaction à une émotion, à une tristesse, à une joie, ou peu importe. Mais ça, pourquoi qu'on pleure quand il arrive quelque chose? Et pourquoi on n'est pas pareil, tu sais? Il y a des choses qui vont faire pleurer des gens puis qui vont pas en faire pleurer d'autres. Exactement. En fait, ça dépend beaucoup des hormones. Ils disent, là, ça c'est tout. Bon, c'est niaiseux. Les femmes pleurent pas plus que les hommes. Mais ça a l'air que oui. Parce que les larmes, en fait, ils sortiennent moins. Il y a beaucoup ça. Donc, il y a certaines hormones comme l'estrogène, puis les femmes, on a plus d'estrogène, qui favorisent vraiment l'émission de ces sécrétions-là. OK. Il y a aussi, selon les recherches qui ont été faites, c'est un mécanisme souvent aussi qui signale un danger ou un stress. Les larmes, dans le fond, c'est une façon d'alerter puis d'évacuer les tensions. Ce qui veut dire qu'au moment où on est en stress ou tout ça, il faut réagir, l'adrénaline monte. Une fois que l'adrénaline redescend, c'est vraiment, dans le fond,
une manière de soulager le corps puis d'évacuer l'émotion qui a été stressante pour le corps. Donc, c'est vraiment afin d'évacuer les tensions. Ouais. Puis, aussi, ils disent que c'est des signes qui amèneraient l'autre à porter l'attention sur nous. Puis au niveau de l'évolution, c'est ça que l'être humain aurait développé. C'est qu'en pleurant, la personne va faire « Oh, OK, il se passe quelque chose, je vais aller vers toi, je vais te consoler. » Donc ça je viens de comprendre comment mes enfants fonctionnent. Beaucoup. Mais l'enfant, il comprend ça. Puis souvent, le bébé, c'est ça, il peut pas parler. Donc les larmes vont avertir que « Hey, papa, maman, ça va pas, j'ai besoin d'aide. » Et ça évacue en même temps le stress. Donc après le stress, les larmes nous aident à retrouver notre équilibre. Oh, okay. Les oignons. Et là, ça, je vous fais rapidement ça. Non, j'ai le temps. Ah, mais mon Dieu. Moi, parler d'oignons, je peux faire ça toute la journée. Donc, c'est ça. Donc, quand on pleure, ça aide le corps à se régulariser et à revenir à un état qui est normal. C'est beau de pleurer, hein? Oui. Si vous voulez revenir à la normale, mais là, t'es en train de t'éloigner des oignons. Là. Les oignons sont constitués de cellules renfermant des composés soufrés et une enzyme nommée alinase. Tu me suis? Oui. Tu me suis? Bon, écoutez ça, là. Quand on épluche ou on coupe le légume, les cellules éclatent. OK? En réaction, parce qu'un oignon même, ça fait pas pleurer. Coupe-les, par exemple. Là, ça commence. OK? Ouvre-les. Ça dépend. Il y a des oignons qui sont vraiment touchants. Il y en a des plus doux, c'est ça. Bon. En réaction avec l'air, quand les cellules éclatent, les composés soufrés, l'alinase, sont libérés puis entraînent une formation de sulfate d'allyle. OK? Vous me suivez encore? Ben oui. Moi, j'ai déjà été à Delisle, moi. Cette substance particulièrement irritante est très proche du composé principal des grenades lacrymogènes. Ah, oui. OK? Comme elle éclate, Ils deviennent volatiles, les yeux Ça va être commencent... moins compliqué que lancer des oignons. C'est ça! Lance-les coupés, ça va être pire. Oui. Donc, au moment où je t'ai rendu, bon, comme c'est volatile, les yeux commencent immédiatement à piquer. Et le pire reste à venir. Quand le sulfate d'allyle entre en contact avec le liquide aqueux protégeant les yeux, celui qui a des lipides dedans, Ouais. juste lui par exemple, il se transforme en acide sulfurique, un liquide tout aussi urticant. Alerté par la présence de ce corps étranger douloureux, le cerveau ordonne la production de larmes pour l'évacuer. Mais là, c'est la merde pogne, là. Seulement les larmes sont plus c'est abondant, plus l'acide sulfurique sera produit en grande quantité. Donc, plus tu pleures. Fait que ça redouble l'intensité, c'est fini. Fait que là, OK. ce qu'il faut faire, c'est quitter la pièce. Parti. Ce que tu peux faire aussi, c'est couper tes oignons dans un sac pour pas que ça monte. C'est mon truc, c'est ma chronique. Ou en dessous de l'eau. Oh, excuse-moi. En dessous de l'eau, dans un sac, manger du persil pendant que tu coupes des oignons. Manger Très du persil. agréable, je suis d'accord. Mais dans le fond... Il faut pas que tu aies un dentier. Le persil contient une substance qui permet de désactiver le sulfate d'allyle. Sinon, mettez des lunettes de ski. T'as-tu déjà essayé les lunettes de ski? Les lunettes, ça va être moins pire. Hein? Ouais, mais j'avais essayé juste les skis, moi, puis ça marchait. Avec tes skis, un bâton. Fait que c'est ça qu'on pleure. C'est ça qu'on pleure. Évacuer. Mais pourquoi, mettons, il y a des gens hypersensibles qui vont pleurer pour tout, puis il y a des gens qui vont pleurer pour à peu près rien? Parce que ces personnes... Ben, je sais pas, en fait, ça doit être une question de mettons, une femme peut-être en accouchant, on sait qu'on est plus sensible, ou selon nos hormones, selon notre cycle menstruel, selon... moi, je pense que les femmes... La lune, la pleine... Ben, je pense que peut-être, ça se peut, elle influence les marées, pourquoi pas nous autres. Ah, puis les loups-garous. Les loups-garous aussi, les fées. Les fées? Mais c'est ça, je pense que les gars, vous n'avez pas de fées. Non, mais on commence à avoir faim. Donc, on va passer à la prochaine chronique qui est inspirée, parce que moi j'ai aimé le défi de l'émission précédente que vous m'aviez donné. Fait que pour toutes mes chroniques, j'ai décidé d'aller voir mes collègues au bureau cégep pour dire « T'as le goût que je parle de quoi? » Et c'est la chronique pour Madame Karel Laliberté, professeure de psychologie au cégep de Jonquière, qui m'a inspiré cette chronique. Pourquoi? Comment bien choisir sa brosse à dents? Ça, c'est... Ouais. Donc, on se brosse les dents, on fait tous ça. Oui, en tout cas, en général. Mais quel type de brosse à dents choisir? Hein? Donc, c'est pour ça que je vais vous amener certains conseils. OK. Je ne sais pas comment avez-vous choisi votre brosse à dents. Moi, clairement, je rentre à la pharmacie, je regarde, je prends moins cher, je m'entorche. Maintenant, après cette chronique-là, je vais peut-être changer mon brosse à dents d'épaule. À ce point? Ben, je regarde le type de poil souple parce que moi, j'ai toujours pensé que trop raide, ça enlève l'émail des dents puis ça peut briser. Ça brise un peu, j'en ai. On va défaire des mythes aujourd'hui. On va défaire des mythes. Donc, on a la brosse manuelle, hein, comme on l'utilise en faisant des petits mouvements de haut en bas, etc. Pendant les 2 minutes préconisées. Hein. Son principal avantage, c'est le bas prix. Parce que clairement,
Ben non, c'est pas le principal avantage parce qu'en même temps, cette brosse à dents-là ne manque jamais de batterie. Mais ça fait la job. Ça fait la job, ça fait la job. Elle s'apporte plus facilement en voyage, elle prend pas de place. Mais son efficacité à brosser les dents, elle est moins bonne. Ah. Donc, ça, c'est démontré. Quel type de poêle préféré? Pour les personnes n'ayant pas de pathologie particulière, il est recommandé d'utiliser des brosses souples avec un diamètre de filament très fin de l'ordre de 20 centièmes de millimètre. Les brosses dures provoquent une abrasion des dents et une rétraction des gencives qui peut conduire à des problèmes dentaires et esthétiques. T'avais raison. Vous avez raison. Quels sont maintenant les avantages de la brosse électrique? Parce qu'il y en a qui ont... As-tu une brosse électrique? J'en ai eu une pendant des années. J'adorais Ouais. ça. T'adorais ça? Pourquoi tu n'en as plus? Parce que je suis séparée puis j'étais rendue monoparentale. Ah, d'accord. Fait que ça coûte trop cher. Cher, une brosse à dents. Ben oui. Il élimine cependant davantage de plaques dentaires que la brosse manuelle. Hein? Elle fonctionne seule et demande donc moins d'efforts. Tu n'as pas à faire ça. Ben, écoute, moi, je suis devenu avec des poignets. Là, je suis vraiment rendu fort des poignets. Certaines brosses sont même munies d'un minuteur. Fait que tu sais, hein, tu fais du... Ça fait bip, 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 comme le micro-ondes et tu sais que tu t'as fini. Ben oui. Ouais. Mais pour les enfants de 7-8 ans, Oui. c'est bon parce qu'ils savent quand est-ce arrêter. Bon, cependant, les brosses électriques sont plus chères à l'achat et les vibrations, ça va rebuter certaines personnes, surtout ceux qui n'aiment pas aller chez le dentiste se faire driller les dents. Là. OK. Est plus lourde qu'une brosse manuelle à cause de sa batterie. Ça va peut-être des fois gêner des personnes qui sont moins fortes. Tendinite. Tendinite. Non. OK. Quel modèle choisir pour les enfants? Ben oui, quel Ouais, modèle? non, quel on modèle, choisit quand pour les même. enfants? Donc, manuel à poil souple peut être utilisé à partir de 12 mois, quand même, sans dentifrice, une fois par jour. Les brosses juniors, manuelles ou électriques, avec une petite tête, là, pas les grosses, les petites têtes. Quel âge on commence à mettre la pâte Adapté à dents? à... Je vais arriver à ça ok, bientôt. excuse-moi. Adapté à la taille des bouches des enfants. À partir de 7-8 ans, le côté ludique des brosses électriques peut arriver parce que là, il y a du fun, il y a des éclairages, il y a des affaires, etc. Donc, techniquement, c'est à partir d'après 2 ans qu'on peut utiliser des pâtes à dents. Avant, on peut utiliser de la petite pâte, mais sans florure parce que les dents ne sont pas finies de former. Tu savais? Bon, ben c'est ça. Maintenant, là, c'est là que je vais vous étonner. Il y a certaines situations où il faut faire attention à comment on se brosse les dents et comment choisir. Pendant la grossesse, le risque d'inflammation gingivale est plus élevé du fait des bouleversements hormonaux. Ah oui, tu as eu des enfants, tu sais ça. Donc, ça prend une brosse plus fine avec des poils de 15 centièmes de millimètre. C'est écrit ça sur... Oui, c'est écrit. Ouais. Parce que tu peux avoir les gencives gonflées douloureuses puis ça va éviter les saignements. Si tu as reçu une chirurgie dentaire, hein, on va prescrire des brosses avec des poils encore plus fins, 7 centièmes de millimètre. Très douces, elles te permettent de brosser les dents sans douleur. La 15 centièmes de millimètre est bonne aussi si vous avez des douleurs hein, quand vous faites votre brossage. Là, c'est tout doux, c'est gentil pour vos dents. Si vous avez des appareils d'orthodontie, hein? Oui, ma fille. Bon, avec on peut utiliser les mêmes que, en fait, si tu as de l'hypersensibilité dentaire, donc c'est exactement la même. Autre chose, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Elle affirme que se brosser les dents 2 fois par jour, c'est suffisant pour garder une bonne santé dentaire. Donc, l'idée de se brosser les dents là, 4 fois, 10, 12 fois par jour. Matin et avant de te coucher, genre. Matin avant de te coucher, parce que techniquement, ça prend 12 heures à la plaque pour se former. Fait que ça sert à rien, à part si tu as des morceaux de bouffe. Mais en ce cas-là, la soie dentaire qui est complémentaire à ça est efficace. C'est ça. Mais si tu fais ça seulement 2 fois par jour, il faut insister sur la durée du brossage. C'est ça qui est important. Il faut au moins 2 minutes par jour, par matin et par soir pour compléter son brossage par le passage de fil dentaire. Super! C'est là-dessus que je termine cette chronique sur les brosses à dents. Hein? Moi qui ai découvert ça seulement en 1983. Francis, maintenant, tu veux nous parler de curling. Eh oui, je n'ai pas de feuille parce que j'ai vraiment changé d'idée rendu ici. J'ai tassé une chronique et ça m'a inspiré de voir la jeunesse pratiquer ce magnifique sport. Tu sais que tu as 7 minutes à faire quand même. Hein? Je le sais, mais Ouais, mais regarde, t'as de l'aide, là. ça manquait de temps. Alors, mes figurants s'en vont, mais je vais quand Ouais, même les y aller figurants. dans la chronique. Oui. Le curling. En fait, c'est un sport qui est assez simple. Je vais vous faire un dessin pour comprendre et vous pouvez le voir ici. On peut le voir directement. En fond d'écran. Donc, ce que vous avez, c'est une surface glacée qui peut sembler lisse, mais il faut savoir que la surface a des petites bulles. D'ailleurs, on va mettre une eau
à chaque fois, entre chaque partie, parce que les petites bulles vont créer une surface d'air en dessous de la pierre, et ce qui va lui permettre de glisser. Donc, ce serait, admettons, on avait une surface lisse, curieusement, ça ne glisserait pas. OK. C'est vraiment l'air en dessous de la pierre qui lui permet de se rendre jusqu'au bout. On voit la texture. Mais on pourtant, voit sur une ça. patinoire de hockey, par exemple, on glisse quand même. C'est à cause qu'on a des patins. Oui, à cause qu'on a des patins. Mais si on avait quelque chose de plane, ben, ça serait plus difficile. OK. Et cette surface-là, on le voit ici un petit peu de notre point de vue, il y a des petites bulles. Comment c'est fait? Je vais vous faire un dessin. On a... Mais je peux te faire une parenthèse? Oui. Tu peux pas non plus glisser rien qu'avec tes chaussures, mais ils mettent une petite semelle souvent Ouais. pour glisser mieux. Il y a là. un pied qui glisse, il y a un Ouais. pied qui a une chaussure de rubber, finalement, qui nous permet de pousser. Alors, monsieur Larry, on peut vous montrer ici notre collaborateur sport, monsieur Larry Adams. C'est une glisse comme ça qu'on peut placer en dessous de la semelle et sur l'autre pied, on a une surface de rubber qui nous permet d'adhérer. Et on peut avoir des chaussures qui sont faites spécialement pour une chaussure qui colle, une chaussure qui glisse. Ah, tu sais, on peut s'acheter, mettons, des bottes de curling. Exactement. Idéalement, des chaussures. Mettre des bottes, là, mais ça serait totalement inutile. Alors, comment c'est fait? Le principe du curling est très simple. On a 8 pierres par équipe qui doivent être lancées. Vous voyez la surface rouge, blanche, bleue et le centre. Il faut être le plus près du centre possible. Mais là, je vais faire un dessin. Est-ce qu'à la caméra, on voit quand même assez bien? Sur celle-ci? Voilà. Donc, admettons que la première pierre se place ici et que l'autre pierre se place ici. Si le joueur de l'autre équipe réussit à placer une pierre plus près du centre, il va éliminer les 2 premiers points qui ont été placés. Fait qu'il faut que tu Donc, sois le plus. C'est lui le plus près du centre qui compte des points. le plus près du centre. Si tu as, admettons, 2 pierres de ton équipe, ce sont seulement ces pierres-là qui vont compter. Tu as beau en avoir une qui est un petit peu plus loin, à minute qu'une pierre de l'autre équipe qui coupe les points, c'est toujours ceux les plus près du centre qui sont cumulatifs. Il n'y a pas de points liés à la zone de couleur. Donc, le plus près du centre ne donne pas des 3 points, des 2 points, T'as pas c'est un plus point de par points, pierre. c'est ça. Non, mais je fais une parenthèse là-dessus. Il y avait un championnat de Canadien de curling à Saguenay la semaine dernière. Oui. Et l'équipe Québec a gagné à un moment donné et a fait 7 points dans une manche. Ça veut dire que l'autre équipe était pas bonne. L'autre, elle a été profondément mauvaise. Parce que 7 Profondément. points en une manche, si j'écoute ce que tu me dis, c'est extrêmement difficile à faire. C'est 7 pierres sur 8 qui ont été placées et aucune qui a été éliminée par l'autre équipe. OK. Donc, Ah, ouais, ok. comment on procède? On a 8 pierres à lancer, 4 joueurs qui vont lancer des pierres. Il faut savoir que les pierres n'ont pas le même poids. Les pierres, on dit le 1, le 2, le 3 et le skip. OK. Ils n'ont pas le même poids. Non, le premier qui lance les pierres a des pierres un petit peu moins lourdes et le skip, qui est le capitaine, a les pierres les plus lourdes. On fait donc les 2 premiers lancers. Le premier joueur, souvent, va faire des placements. Oui. Parce que, vous voyez, il y a une ligne. OK? Je l'ai tracée ici sur mon dessin. Là. On l'appelle la ligne de T. Il faut que la pierre dépasse la ligne de T. Souvent, le premier joueur va lancer pour se placer en avant des cercles. Et après, va tenter d'aller se cacher en arrière. Donc, la stratégie commune, Classique. classique, c'est d'envoyer des pierres par en arrière. Fait que le premier joueur, souvent, va placer des gardes. Je vous remercie, monsieur collaborateur, monsieur Adams, pour la glisse. Voilà. Donc, souvent, le premier, ça va être une stratégie de placement. Deuxième, troisième, là, on peut tenter d'aller se cacher derrière ou on peut tenter d'éliminer les pierres de l'adversaire. Moi, j'ai une question curling. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un sport qui était relativement sale. Parce que les gens n'arrêtent pas de passer à la balieuse là, pendant Ouais. qu'ils jouent. Voilà. Et je vais demander où ça allait. Lors du lancer. J'aurais dû y On- penser. Historiquement, Oui. on a des balais qui étaient utilisés, c'était des balais à poils longs. Ceux qui je ont m'en voit des rappelle, années. de ça. Comme des brosses à dents. Oui, exactement, mais pas du 15 mm. C'était des brosses longues. Le problème, c'est que les poils se défaisaient et ça mettait des sédiments sur la glace. Et une pierre de curling, à la seconde où ça va pogner une graine, tout, ça va partir puis ça va s'éliminer. OK. Donc, depuis plusieurs années, les brosses ont changé. Maintenant, on a des brosses avec un petit matelas. Il n'y a aucun poil après ça. Pendant de nombreuses années, il y avait des poils courts qui étaient utilisés. Ça a été enlevé parce que c'est la glace. Maintenant, ce sont des brosses synthétiques comme ça. Pourquoi on fait ça? Ouais, c'est Ben ça. oui. À quoi? Pourquoi? La pierre est lancée, donc souvent les brosseurs ont des chronomètres sur leur balai parce qu'on chronomètre la distance, le temps que la pierre prend pour se rendre, et ça va indiquer la vitesse de la glace.
Une glace qui est beaucoup utilisée va être plus rapide. Donc, il faut lancer moins fort parce que la pierre va aller plus loin. OK. Si, admettons, on commence la partie, la glace est plus froide, il faut lancer plus fort, et le balai va donner de la vitesse et va empêcher la pierre de curler. De curler. Ouais, c'est ça, parce qu'elle va tourner quand même, mais va tourner plus sur place et va moins adhérer pour aller tourner. Donc, tu lances ta pierre, tu vises. Si, admettons, le skip, lui, va se placer en avant, va avoir placé la cible, et avec son bras, va avoir indiqué de quel côté on veut tourner. Bref, le skip est à l'autre bout, dit « Je veux la pierre ici ». Il va indiquer la cible, parce que le lanceur, lui, il réfléchit pas. Le lanceur, lui, il vise exactement ce que le skip va lui demander et dans quelle direction faire tourner la pierre. OK. Si, par exemple, il se rend compte que la pierre ne va pas assez rapidement et qu'elle tourne trop, là, il va demander au balayeur de balayer. Et là, il va dire « Hurry! Hard! Balaye! Ciboire! » Tu sais, on peut dire ce qu'on veut. C'est pour dire d'aller vite ou pas vite. Exactement. Il te resterait moins d'une minute. Moins d'une minute, donc on balaye pour avoir un effet sur la pierre, pour aller plus loin, moins curler. Et dans un monde idéal, d'être capable de soit éliminer la pierre de l'adversaire ou aller se cacher derrière les pierres qu'on a déjà installées. Pour protéger ses points. Pour protéger ses points. Donc, c'est un sport qui est ultimement très stratégique. Quand même physique, je vous le dis, balayer une pierre, là, c'est intense. Ça prend quand même une certaine forme physique. Faut pas qu'on a des balayeuses à la maison. Ben voilà. Et finalement, un excellent sport de retraite. Il faut rappeler que les centres de curling ont peu de relève, malgré les magnifiques jeunes que vous avez vus tout à l'heure. On a un regain de vie du curling. Et présentement, ce sont surtout des retraités qui affluent dans les clubs de curling. C'est un magnifique sport que je vous recommande. Merci beaucoup, Monsieur Francis Côté. Hooray! Avant de terminer, j'aimerais souligner, j'espère que tu dis pas ça quand tu fais l'amour. Oui. Maintenant, je veux qu'on souligne les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Donc, je vous ai proposé un top 10 des trucs insolites à savoir sur le mur de Berlin. Il faut dire que toutes mes chroniques top 10 viennent du site Topito que j'adore. Vous irez faire un tour. Il y a des tops sur à peu près n'importe quoi. Premièrement, le mur de Berlin s'appelait le rempart de protection antifasciste du côté Est parce que la propagande soviétique, elle affirmait que le capitalisme était une extension de l'idéologie fasciste d'Adolf Hitler. Donc, on faisait de la propagande à ce niveau-là. Là, on parle de 1989, la chute du mur de Berlin. Mais la réalité, c'est que c'était l'ouverture du mur parce qu'on a commencé à démanteler le mur seulement en 1990 et c'était terminé en 92. Il y a encore des sections même qui sont debout. Moi, j'ai fait le tour du mur de Berlin à vélo. C'était vraiment fantastique. C'est ça. À savoir. Faut savoir que sur le principe du cheval de Troie, il y a 2 Allemands de l'Est qui ont réussi à passer le mur à l'ouest à l'intérieur d'une fausse vache. Ah ouais? Ouais. Comme dans Top Secret. Comme dans Top Secret. J'imagine qu'ils ont pris leur inspiration là ou que Top Secret s'est inspiré d'eux. C'est ça. En 79, il y a 2 mecs qui ont construit des ballons dirigeables, lesquels ils ont réussi à fuir vers l'ouest avec leur famille. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir sur cette anecdote-là, des familles est-allemandes qui ont traversé en dirigeable. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il n'y avait pas un mur de Berlin. Il y avait 2 murs de Berlin. Okay. Parce qu'à chaque côté, les Soviétiques avaient construit un mur, mais l'Occident avait construit un autre mur. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelait le no man's land. Fait que pour passer le mur, il fallait que tu passes 2 murs. Et entre les murs, ben là, il y avait une zone où il y avait des mines, il y avait des guérites avec des soldats, etc. Donc, c'était très difficile de pouvoir traverser, en fait, les 2 murs. Dans cette zone-là qu'on appelait le No Man's Land, c'était absolument possédé par les lapins. Il y avait des lapins partout dans ces zones-là. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti en 2010 là-dessus, sur les lapins qui vivaient dans la dead zone du mur de Berlin. À voir. Vous pouvez encore vous procurer des morceaux du mur de Berlin sur eBay, si vous voulez. Moi, j'en ai un chez moi que j'ai acheté, mais directement à Berlin. D'ailleurs, une ville magnifique. Il faut savoir que c'est probablement la ville la plus importante du 20e siècle. Quelqu'un qui est né en 1900 à Berlin a connu toute l'époque prussienne de Bismarck, la Première Guerre mondiale, la Grande Crise, la montée du nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, ensuite la séparation de Berlin, l'époque soviétique, la chute du mur. Donc, c'est assez fantastique. L'hymne officiel de la liberté lors de la chute du mur de Berlin a été la Lambada, et oui, qui était la chanson populaire de l'été 89, qui a été dansée en masse.
Il y a David Hasselhoff, qu'on a beaucoup aimé pour sa magnifique série Knight Rider, qui est allemand, qui a chanté sur le mur de Berlin le 31 décembre 1989. Et on sait aujourd'hui, ils ont fait des fresques, ils ont peint des fresques partout pour l'art moderne, c'est vraiment fantastique. Et le premier à peinturer, le premier artiste à avoir peint un mur, il s'appelle Thierry Noir, qui est un Français et qui en a inspiré plusieurs. C'est à voir. Il reste, faut faire une visite du mur à vélo, c'est vraiment très, très, très intéressant. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été les nôtres, merci à mes fantastiques collaborateurs et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Electron Libre.